scène. La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Et bonjour Agathe. Bonjour Charles, bonjour et bon réveil à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est Halloween, alors on va commencer avec une histoire qui fait peur, mais qui n'a néanmoins rien d'une plaisanterie. C'est un témoignage que nous propose cette semaine l'hebdo de Sèvres-et-Maine, celui d'un homme dont la femme est partie du jour au lendemain, en cause son adhésion il y a quelques mois à une méthode dite New Age de découverte de soi, inspirée d'un art ancestral hawaïen. Avant son départ en juin dernier, l'homme qui témoigne sous couvert d'anonymat a vu des changements dans le comportement de son épouse, régime alimentaire, isolement, mais plus effrayant encore, des incantations griffonnées par dizaines sur des cahiers. Persuadé donc qu'il s'agit d'une secte, le mari a déposé plainte. L'enquête est en cours. Elle a été confiée à une brigade spécialisée dans les dérives sectaires, une dérive que la Miviludes, pour l'heure, ne reconnaît pas en tant que telle, la pratique n'étant pas connue. Alors la Miviludes, pour le petit détail, c'est la commission interministérielle dédiée à ces questions relatives aux sectes. Aujourd'hui, l'épouse qui vivrait dans l'agglomération nantaise a coupé tout contact avec son conjoint, la famille de ce dernier et une partie de son environnement social. Elle garderait toutefois un lien avec ses enfants, selon l'hebdo. Voilà, des dérives sectaires en hausse depuis 2013 selon l'ADFI de Nantes, l'association de défense des familles victimes des sectes, et qui se trouve, c'est des racines dans le désespoir, le désarroi d'un nombre croissant d'individus malheureusement. C'est à lire également dans l'hebdo de Sèvres-et-Maine dès aujourd'hui. Allez, direction Agathe, la Mayenne, où il est question d'Europe. En mars 2010, la Commission européenne a présenté sa nouvelle stratégie sur 10 ans destinée à relancer l'économie européenne. Cette stratégie est intitulée Europe 2020. Alors question, c'est le bon mot, car aujourd'hui s'achève une vaste consultation publique à échelle continentale. C'est le député européen, ancien sénateur mayennais Jean Arthuis qui en parle. Il répond aux questions de Romain Leduc, journaliste pour l'autre radio. La stratégie de Lisbonne est belle comme l'antique. C'est un catalogue de bonnes intentions. On va créer de l'emploi, on va respecter l'environnement. Les objectifs sont parfaits. Le seul problème, c'est que le décalage est considérable entre ces objectifs et la réalité. C'est si vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est en panne au plan économique, que le chômage ne cesse de progresser et que notamment le chômage des jeunes peut atteindre des niveaux absolument dramatiques dans certains pays. Donc un bilan très mitigé. Il va falloir qu'on transfère des prérogatives de souveraineté. Et qui peut dire aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, que nos États isolément ont encore une souveraineté en matière diplomatique, en matière militaire. Prenez l'exemple du numérique. L'Europe est devenue une colonie que dominent des firmes américaines telles que Google, Amazon, Netflix, Apple. Donc il n'y a qu'en s'unissant que les Européens réussiront. On sait que l'Union européenne et ses institutions souffrent d'un certain déficit démocratique. Ce genre de consultation répond-elle vraiment à l'objectif d'impliquer davantage le citoyen dans le projet européen ? Parce qu'on a vu que les citoyens sont consultés, mis à part concernant les politiques libérales sanctuarisées par les traités. Est-ce que c'est pas une limite aussi ? Doit-on pas consulter les citoyens pour ce genre de politique ? Disons qu'on a du mal à porter le débat européen devant l'opinion publique. Je rencontre de très nombreux journalistes. Eh bien, ils m'expliquent les uns et les autres qu'ils ont beaucoup de mal, lorsqu'ils font un papier, un reportage sur des questions européennes, à les faire intégrer dans les chroniques de leurs journaux respectifs. Il y a évidemment un saut à opérer pour que les débats européens soient plus présents chez nos concitoyens. Mais l'Europe, dans son fonctionnement, doit être plus claire, plus lisible, plus compréhensible. Ce qu'elle va peut-être commencer à être. Je pense que l'Europe est en danger aujourd'hui. Et c'est l'enjeu de la commission qui va s'installer au 1er novembre, présidée par Jean-Claude Juncker. Voilà, un député plutôt critique donc, mais pas pessimiste. Une interview à écouter ou réécouter en intégralité sur le site de l'autre radio, www.l'autreradio.fr. Allez, un mot de sport maintenant et de voile avec la route du Rhum, Agathe. Et oui, c'est le dossier de la rédaction de l'Écho de la Presqu'île cette semaine. 5 hommes pour un Rhum. Alors, ce qui est amusant pour la petite parenthèse, c'est que si on ne le voit pas écrit, finalement, ce titre peut être interprété de bien des façons, mais ne digressons pas, n'est-ce pas Charles ? On est là pour parler sérieusement. Mais oui.
Toujours. Dimanche à 14h, une petite centaine de bateaux donc seront sur la ligne de départ de la 10e route du Rhum à Saint-Malo. Cette année, 5 marins résidents de la presqu'île guérandaise, tous licenciés au Yacht Club de la Baule, participeront à la célèbre transatlantique. 4 d'entre eux sont des skippers professionnels, Loïc Perron, Sébastien Rogue, Damien Seguin ainsi que Julien Mabi. Seul amateur éclairé, nous indique le journal, l'architecte Gilles Bouékenou. Alors j'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Par ailleurs, président du port de Pornichet. L'Hebdo brosse donc le portrait de ces 5 participants en 5 questions sur le modèle la première fois que, la première chose que, etc. On rappelle que le record à battre est de 7 jours, 17h et 19 minutes. Il avait été établi en 2006 par Lionel Lemonchois. Ouais, 7 jours, 17h, 19 minutes et 6 secondes, Agathe. Et c'était sur le bateau Gitana Quel manque 11, de effectivement, précision. en 2006. Il en faut dans la voile. Il y a des courses qui se jouent en 98 secondes. C'était d'ailleurs la première édition de la Route du Rhum en 78. Allez, s'il y a bien un moment dans l'année où la science-fiction est à l'honneur, c'est bien précisément en ce moment. Et bien sûr, la revue de presse n'échappe pas à la règle, Agathe. Et oui, vous le savez, le festival de science-fiction Les Utopiales se déroule actuellement à la Cité des Congrès de Nantes. C'est dans ce cadre que le site internet Terre-Histoire a choisi de remettre en avant un roman publié en 2012. Il s'agit de Exode de Jean-Marc Ligny, un thriller d'anticipation. Thibaut Angelvi, fondateur et rédacteur du site, nous en dit plus. C'est plutôt un ouvrage régionaliste dans le sens où Jean-Marc Ligny a vécu longtemps en Bretagne. Donc nous, on privilégie des livres qui ont été faits par des auteurs locaux ou qui parlent du territoire. Deuxième point, c'était la problématique environnementale du réchauffement climatique, mais appliquée à la science-fiction, à imaginer ce qui se passe demain. Donc l'approche nous semblait intéressante. Qu'est-ce qui fait la force d'un bon thriller d'anticipation selon vous, et qu'est-ce qui fait sa force à cet ouvrage-là en particulier ? C'est de réussir à nous transposer dans une autre réalité qui semble être réelle, dans une réalité fictive qui semble vraiment avoir une vraie possibilité. Cet ouvrage de Jean-Marc Ligny est écrit avec une force narrative importante. On est vraiment immergé dans le récit, on a l'impression de suivre la vie de personnages réels. Alors ça se passe aux alentours de 2100, donc ces personnages ont plus de 80 ans d'écart avec nous. Mais on a l'impression que leur monde n'est pas tellement différent du nôtre, finalement, et on peut s'y transposer. 80 ans, finalement, c'est assez proche. Oui et non, parce que si on s'imagine comment était la société française et comment étaient les technologies il y a 80 ans, bon, c'est quand même pas mal de temps. On a peut-être plus l'habitude d'avoir affaire à des histoires qui se projettent beaucoup plus tard, finalement, dans l'avenir. Et là, 80 ans, finalement, c'est vrai que ça paraît être demain. Et encore, ça c'est le deuxième opus de la trilogie. Le premier se passe aux alentours de 2030. Là, vraiment, on a vraiment l'impression du monde d'aujourd'hui qui a évolué et qui arrive un peu aux conséquences de ces actes passés. Là, 2100, c'est vraiment les éléments qui se déchaînent. On arrive un peu à la fin du monde. C'est encore un système par épisode. J'ai vu que vous aviez souvent recours à ce système-là sur Terre-Histoire. C'est quoi l'intérêt fondamental d'épisoder ces mises en avant ? Le principe, effectivement, c'est de faire des feuilletons de découverte d'un livre. Le principe est de donner envie d'acheter ce livre. Et donc, cette mise en avant sous forme de feuilleton permet une récurrence, de suivre une histoire. Pourquoi seulement maintenant ? Ce dispositif de mise en avant que l'on propose sur Terre-Histoire permet aussi de redonner vie quelque part à des ouvrages. Non pas que cet ouvrage était en mort imminente, mais forcément il y a un essoufflement. Ça peut être l'opportunité pour relancer un peu l'intérêt autour du livre. Voilà, le tome 3 devrait sortir dans les mois qui viennent, ce qui constitue bien sûr le dernier prétexte à cette mise en avant. Allez, la période des fêtes arrive et avec elle, celle des calendriers. Et en voilà un auquel on ne s'attendait pas du tout, Agathe. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Oui, c'est une initiative effectivement de la JCE, la Jeune Chambre économique de Châteaubriand. Charles, tu n'es pas sans savoir que depuis sa sortie en 2001, le calendrier des dieux du stade a fait beaucoup d'émules dans de nombreuses corporations professionnelles. De quoi tu parles ? On attend Dieu celui du où on stade. aura l'occasion de te voir, hein, bien sûr. Ah bah, assurément. En 2015 Les en dieux tout du stade cas. de la Beaujoire.
En 2015, en tout cas, ce sont les entreprises du pays Castel-Briantais qui se mettent à nu sur un calendrier. Objectif, dépoussiérer l'image des dirigeants d'entreprise. Alors à chaque mois, sa photo mettant en lumière des salariés ou bien un patron, avec cette particularité non négligeable donc que les sujets posent nus, ou presque, puisqu'ils n'ont pas été forcés, évidemment, sous l'objectif de Jean-Philippe Pelletier, un photographe professionnel local. Être vendeur tout en restant chic, c'est l'esprit de ce projet, explique Yann Simon, l'un des 2 instigateurs sur le site de l'éclaireur de Châteaubriand. D'ailleurs, il manque des entreprises pour finaliser ce calendrier, 2 ou 3, il me semble. Alors, à tous les dirigeants et dirigeantes et ou salariés du secteur de Châteaubriand qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, manifestez-vous. On peut se la remettre. Oui. C'est Juliette Gréco. Elle est superbe, cette chanson. Passage. Ah bah, bien sûr, elle est pleine de promesses en plus. À quand le calendrier sonne aussi. Merci beaucoup en tout cas Agathe pour cette revue de presse. Agathe Petit, on te retrouve bien sûr dès lundi pour l'invité Sun Politique du lundi matin. Oui. On peut annoncer d'ores et déjà Gérard Allard, le maire de Rezé, qui sera avec moi donc lundi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le répondeur des auditeurs 02 40 13 32 12. Vous habitez Rezé ou ses alentours, ou même si vous n'y habitez pas mais que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas. 02 40 13 32 12. Quant à la revue de presse, elle sera de retour bien sûr dès vendredi prochain à la même heure, 7h52. 93 FM.